Ladies and gentlemen, bienvenue à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numérique, bienvenue à bord du cockpit. Aujourd'hui, c'est notre première émission. Première émission pour voir les problématiques des PME et les aider dans un souci de digitalisation pour gagner en compétitivité, pour pouvoir gagner des marchés, bref, pour pouvoir émerger. On est convaincu que le numérique est une façon formidable de partir à la conquête de nouveaux marchés. Et aujourd'hui, on a un invité incroyable, Julien, qui va nous présenter son métier. On reçoit également deux freelances talentueux, Mathieu et Mathieu, qui vont sans plus tarder se présenter. Avant toute chose, n'hésitez vraiment pas à commenter, partager l'intégralité du podcast afin de nous aider à gagner en visibilité. Et surtout, si vous avez des idées d'entreprise, n'hésitez pas également à nous les donner. L'idée, c'est de créer un podcast le plus collaboratif possible et de nous permettre d'émerger pour pouvoir permettre à un maximum d'entreprises de pouvoir gagner en visibilité. Alors, les Mathieu, je vais vous laisser d'abord vous présenter et ensuite je vous expliquerai les règles globales de ce podcast afin que vous puissiez bien comprendre la construction logique et qu'on puisse embarquer à bord du cockpit. Je m'appelle Mathieu Juglet, j'ai fait à peu près 10 ans d'expérience en agence et je suis développeur web spécialisé en WordPress, essentiellement. Après je fais d'autres choses, mais essentiellement WordPress. Et t'es freelance depuis combien de temps? Depuis pas très longtemps au final, parce que j'ai fait pas mal d'années dans des grands groupes et je me suis dit, bon, fallait que je profite à un moment d'essayer en freelance. Ok, Et donc pour le moment, ça se passe très bien. ok. Et pourquoi justement ce choix de te lancer en freelance? Parce que dans le milieu de l'agence, j'ai appris à beaucoup travailler avec des clients directement. Et quand je suis passé côté grand groupe, c'était tout l'inverse. Et au final, j'ai perdu vachement ce contact et cette compréhension des problématiques directement du client. Ouais. Et au final, j'étais que sur un aspect tech et plus du tout sur un aspect relationnel et clientèle. Et ça me plaisait beaucoup moins. Donc je préférais retourner à l'essentiel. Donc finalement, si tu veux faire vraiment du freelance, c'est vraiment pour l'humain et pour la rencontre de problématiques Oui, un peu diverses et variées pour aider vraiment des entreprises à émerger grâce à la digitalisation. oui, et puis travailler en toute transparence et vraiment essayer d'apporter une plus-value et aussi une compréhension de bah, c'est quoi votre problématique réelle et pas juste on doit faire un outil. Bah merci Mathieu. En tout cas, sur tous les réseaux, etc., vous pourrez retrouver bien évidemment le lien LinkedIn de Mathieu. Si vous voulez le contacter, il sera disponible pour répondre à toutes vos questions. Et Mathieu Tessandier, Mathieu, quel est ton métier? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis directeur artistique digital, cofondateur de Local Studio. On a un tout petit studio créatif. On est un binôme en fait de créa et on accompagne sur le branding, donc tout ce qui est identité graphique et refonte de charte. Et on fait de la création de sites aussi, donc pour des PME, TPE et aussi pour des grands comptes. On accompagne tout le monde là-dessus. Ok. Et Ça fait 6 ans à peu près, bientôt 6 ans que je suis en free et 3 ans que le studio est monté. Ok, et du coup, les PME aussi ont des gros soucis de design en règle générale ou qu'est-ce que tu as pu voir par rapport au marché? Bah, principalement, oui, alors plutôt un problème de digital. L'image, c'est quelque chose qui vient en temps d'eux souvent chez les PME. Ils apportent plus d'importance au digital, au site internet pour la conversion. Et en fait, une fois que ça fonctionne, une fois que on va dire que tous les leviers sont ouverts, ils vont se poser peut-être la question de l'identité à ce moment-là. Ok, On verra si c'est une bonne solution ou pas plus tard, je pense. ok. Bon, en tout cas, le branding devient de plus en plus important par rapport à une Ouais. digitalisation qui est de plus en plus accrue, à une communication qui se fait de plus en plus via la vidéo, via l'image. Et donc, du coup, bien évidemment, il va falloir de plus en plus aller vers des communications beaucoup plus impactantes en termes d'image pour gagner en visibilité et émerger, même pour les PME, hein. C'est bien ça? C'est c'est ça. C'est ça, et surtout comment on raconte une histoire de manière forte à travers l'image, à travers un ton et du coup une interface à la fin. Bon, bah du coup, on a deux super freelances très complémentaires. Si je comprends bien, un qui s'occupe de la partie design et l'autre qui s'occupe de la partie plutôt tech, plutôt technique et qui va développer les sites. Deux freelances qui vont pouvoir permettre à Julien d'émerger.
en tout cas de donner des pistes hein, pour émerger. Et on va commencer petit à petit à rentrer dans notre atelier de co-construction pour permettre à Julien d'avoir des pistes claires, nettes, précises pour pouvoir émerger d'un point de vue digital. Et on va passer tout de suite à la présentation, bien évidemment, de la situation. Et cet exposé de la situation va durer 5 minutes de parole du coup Julien va pouvoir exposer ses problématiques, exposer là où il en est, afin de nous permettre de comprendre la situation à un moment où on en est. Alors, je sais pas, hein, mais j'ai une petite intuition, tu es au milieu de fûts, hein, j'ai l'impression, et donc enfin, je pense que ton activité est très proche du vin, c'est bien ça, Julien? Là, on est en plein dans le chai, du coup, je me suis mis en contexte. Donc, je suis artisan vinificateur, installé depuis juillet 2023. Donc, c'est une activité qui est encore en démarrage, on peut dire. Ça fait à peu près ça. Je vais arriver sur la deuxième année, on va dire. Pour expliquer un petit peu mon parcours, donc pour la petite anecdote, moi j'ai été en cours avec Grégory, donc j'ai un parcours dans le digital à la base, avec un diplôme de chef de projet multimédia, on va dire. Et assez rapidement, je me suis reconverti, en fait, par le biais d'un coloc qui était passionné de vin et qui m'a mis à la dégustation. Et donc en 2018, je me suis retrouvé à faire des stages dans les vignes pour changer un peu de parcours. J'ai travaillé 5 ans après dans le Saint-Émilionnais. Et après, l'aventure s'est lancée par le biais d'un déménagement dans le Pays Basque. Euh, Après, moi, de base, lorsque j'ai entamé ma reconversion, le but c'était quand même d'arriver à cet objectif de créer mes cuvées à un moment donné. Donc là, le fait de déménager, ça a été un peu un lanceur et c'est comme ça que je me suis lancé en tant qu'artisan vinificateur. Alors la petite spécificité du coup de l'artisan vinificateur, c'est que contrairement à un vigneron classique, j'ai pas de vigne à proprement parler. Donc je travaille avec des vignerons à qui j'achète le raisin en fait au moment des vendanges. Et donc moi je travaille après du raisin jusqu'à la bouteille. Donc uniquement la partie vinification, un peu comme pourrait faire un brasseur. En fait. Sinon au niveau d'identité, on va dire à proprement parler du projet, donc ça s'appelle le Chai Côtier. Je suis situé à Laons, juste à côté de Bayonne. Je travaille avec des producteurs en agriculture biologique. Et après, moi, les vinifications, ça se déroule plutôt de manière naturelle, avec le moins d'intrants possible. Là, donc, je suis installé depuis juillet 2023, donc c'est-à-dire que là, j'ai vinifié mon deuxième millésime en 2024. Alors dans le vin, il y a toujours une histoire un peu de temps de production. Donc c'est-à-dire que en fait, j'ai commencé depuis 2 ans, mais ça fait que 1 an que je commercialise mes premières cuvées, puisqu'il y a toute la partie production et après il va y avoir un peu d'élevage, le temps de la mise en bouteille. Donc il y a toujours ce décalage un peu de millésime et de mise en vente. Donc là, je commence un peu à avoir un recul sur la commercialisation puisque ça fait 1 an et que j'ai pu faire mon premier bilan. On va dire que sur la première année d'activité, mon chiffre d'affaires il se répartit à 50% avec des professionnels et à 50% avec des particuliers. Donc les professionnels, ça va être surtout des restaurants, des caves, des épiceries. Et après, les particuliers, ça va être soit des gens qui ont entendu parler du projet et qui passent au chai parce que j'ai un aspect un peu pédagogique avec le chai dans le sens où je reçois au chai, j'explique un peu les processus, je fais même des ateliers de dégustation. Et puis après, il peut y avoir une partie un petit peu, voilà, faire des petits marchés, des choses comme ça pour aller à la rencontre des consommateurs. Là, je vois que sur la première partie du deuxième exercice, ma répartition, elle va plutôt être à 70% de professionnels et de particuliers, ce qui est un peu logique puisque les volumes augmentent aussi. Voilà, l'idée c'est que au fur et à mesure la production en nombre de bouteilles progresse. Et donc pour l'instant, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que j'ai surtout travaillé plus l'identité graphique
Voilà, il y a une charte graphique, il y a un côté visuel et on va dire de l'histoire du chai qui a été un peu développée sur les réseaux, sur les sites internet. Mais par contre, j'ai jamais mis en place de vente en ligne pour le moment. Et donc là, je pense que ça peut être le bon moment, maintenant que je commence à être un peu identifié, de commencer à y réfléchir et de réussir peut-être à développer mon chiffre d'affaires grâce à ça. Voilà, à peu près, de bilan de Ok. situation. Bon, bah, je pense que c'est assez clair, hein. Tu as commencé ton activité il y a 2 ans. Tu as sorti une première cuvée l'année dernière. Tu commences à te développer parce que tu produis un peu plus. Tu souhaites aller davantage vers du B2B pour faire du volume. Et pour cela, tu as besoin d'un écosystème numérique qui te permette du coup de pouvoir aller toucher plus de monde et de faire du volume grâce à tes ventes en ligne. On va du coup entamer la deuxième phase de l'atelier de co-conception et on va passer à la phase de questions-réponses qui va durer 8 minutes, c'est précis, afin de pouvoir poser toutes les questions que vous avez, hein, les Mathieu. Je vous laisse la parole, c'est parti. Du coup, je vais déjà te poser une première question. Quelle est l'histoire du chai en lui-même? J'imagine que quand toi tu l'as repris, il existait déjà de base. Et pourquoi on viendrait, pourquoi on vient chez toi du coup Je suis vraiment parti de zéro sur la construction du chai. Donc ça a été plutôt basé le storytelling, on va dire, sur mon histoire et mon parcours. Dans le sens où j'ai un peu voilà, raconté que moi j'étais fils de céréalier à la base, que mon grand-père avait une vigne qu'il exploitait à sa retraite pour s'amuser à faire du pinot et ce genre de piquette pour sa consommation personnelle. Et donc c'était un peu une histoire d'enfance, voilà, de faire des vendanges chaque année. Et après que voilà, moi j'ai eu envie de faire mes cuvées, donc j'ai vraiment articulé la création du chai plus autour de mon histoire, sachant que la particularité du coup, vu que je suis artisan vinificateur, je vinifie hors appellation, donc je suis en vin de France, donc je peux pas non plus je mets pas vraiment en avant un terroir ou quelque chose de spécifique, par exemple comme un Saint-Émilion ou un terroir de Bourgogne, donc c'est plus, on va dire, presque un vin de marque, quoi, on va dire. Ok, Ok. et de fait, tu positionnes ton vin plutôt un vin de table, un vin accessible pour tous, et un vin à combien la bouteille, enfin, quel est le positionnement de ce vin? Non, après, c'est quand même des cuvées qui sont assez techniques parce que élaborées avec peu d'intrants et du coup presque plus sur des profils de vins de restaurant ou de bistrot. Donc ça reste des cuvées accessibles, mais à prix public, ça sort entre 13 et 20 euros, quoi. Ok. Hmm. Et de fait, là, c'est plutôt en B2B, c'est plutôt des restaurants qui t'achètent ton vin ou Oui, ouais, ouais. c'est surtout des restaurants pour le coup parce que je vais plutôt être sur des tarifs restaurants que sur des tarifs cavistes pour le coup. Ok, ok. J'allais continuer sur cet aspect-là. Tu vends principalement dans les Landes ou Bordeaux ou t'es aussi sur Paris, enfin et du coup un peu dans toute la France. Alors c'est marrant, pour l'instant je vends de Hendaye jusqu'à Caen, mais Ok. le plus à l'est que je fais c'est Toulouse, donc c'est vraiment très côte ouest. Ouais. Après on va dire que la plus grosse partie de mon volume elle se fait quand même autour on va dire ce secteur Pays Basque-Landes, mais progressivement oui l'idée c'est voilà de, de, de faire un peu plus de national, même si moi j'ai à cœur de faire au maximum dans le local et à proximité, quoi. Et est-ce que tu sais c'est quoi le point d'entrée de ton lead? C'est-à-dire par où les gens arrivent pour te connaître et acheter actuellement? Alors j'ai deux points d'entrée, je pense, un peu majeurs en termes de le monde professionnel de la gastronomie et du vin fonctionne beaucoup avec Instagram. Donc je sais que ça c'est j'ai pas mal de professionnels qui me suivent. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle Raisin, qui est spécialisée en vin nature et qui référence en fait les producteurs et les endroits où on peut boire du vin nature, donc les restaurants, les caves, etc. Et vu que je suis référencé dessus, ça m'apporte un petit peu de bon. On va dire que Ok. c'est mes deux principales sources.
d'entrée, quoi. Est-ce que tu mènes des actions de fidélisation un peu pour les gens qui t'ont déjà acheté des bouteilles? Enfin, est-ce que tu mènes des actions concrètes par rapport à ça? Non, pour le coup, Ok, j'ai jamais fait ce genre de choses. ok. Est-ce que du coup, de fait, toutes les personnes qui t'achètent du vin ont le droit à, je sais pas, un format un peu particulier pour faire découvrir, je sais pas, un nouveau mélange que tu aurais pu créer, enfin, tu vois, des nouveautés que tu pourrais sortir l'année d'après ou ce genre de choses. Alors, je mets en place des systèmes de mailing un peu quand je sors des nouvelles cuvées à destination des professionnels, mais avec les particuliers, c'est vrai que j'ai jamais trop pris le temps de créer une base client. En plus, vu que je fais des ateliers week-end où j'ai une base de mail que je pourrais utiliser et je l'ai pas encore utilisé, quoi. Aujourd'hui, c'est Ok. juste un site vitrine hein, que tu as. Exactement. Et on Ouais. peut réserver l'atelier week-end dessus. D'accord. Ok. Et l'atelier Weekend Vous Look, voyez ce que c'est? Vous voyez ce que c'est bah, Weekend? vas-y, et explique. C'est du coup une plateforme qui permet aux artisans de proposer des ateliers aux particuliers. Donc moi je propose un Mhm. atelier d'1 heure et demie où je fais découvrir la vinification et on fait une petite initiation à la dégustation en gros. Et ça marche bien? Et ben ça ramène des gens régulièrement. Après on va dire que depuis 1 an j'ai dû recevoir une cinquantaine, soixantaine de personnes, donc ça représente pas non plus un volume énorme, mais ça fait toujours un peu de passage au chai. Ok. Ça fait des vagues au niveau des entrants justement là-dessus. Est-ce que tu as des périodes plus fortes que d'autres? J'imagine que septembre, c'est une période où toi tu vas être plus en production. Alors l'avantage, c'est que je peux vraiment définir sur le calendrier les moments où je peux ou ne peux pas faire des dégustations. Donc j'ai tendance Ok. à un peu équilibrer au cours de l'année. Mais non, après, il n'y a pas trop de règles vu que les gens, en fait, c'est beaucoup des gens qui offrent des bons cadeaux par week-end do. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'anniversaires, de choses comme ça. Donc j'ai des gens assez régulièrement tous les mois. Mais par contre, je peux voir par exemple que j'ai un compteur là où j'ai peut-être 60 bons qui sont en cours, donc potentielles personnes qui vont venir au chai. Et Ok. je vois que par contre, je pense qu'il y a des gens qui gardent les bons très longtemps et qui n'arrivent pas forcément à trouver des dates. Donc j'ai peut-être à creuser là-dessus, mais ouais. Pour le site, ça fait combien de temps qu'il est en ligne? Alors le site, il a dû être mis en ligne il y a 1 an, je dirais. Ok. Et il a. Enfin, je parle pas de mise à jour, mais tu as fait des modifications depuis ou vraiment tu l'avais sorti, il était dans cet état-là Ouais, je l'ai mis à jour. Enfin, j'ai commencé à le mettre à jour il y a quelques semaines parce que pour la petite histoire, j'ai fait un atelier avec des élèves de l'ESP à Nantes par le biais d'une de tes anciennes élèves aussi, Grégory, Emeline, qui est professeure là-bas et du coup qui m'a sollicité pour voilà, pareil, faire un petit peu un état des lieux et un peu comme quand on faisait des compètes à l'époque à l'UNESA. Donc ils m'ont fait quelques petits recos et c'est vrai que ça m'a mis un peu le pied à l'étrier pour y remettre un peu les pieds, quoi. Aujourd'hui, toi, t'es seul, hein, tu gères tout, tu gères enfin, t'as ta personne qui vient t'aider, t'épauler, etc. dans ton activité. Bah, j'ai forcément mes proches qui viennent m'épauler dans les moments de production, de mise en bouteille, de vendange, et ma compagne qui est impliquée, mais oui, après de manière professionnelle, je suis le seul à bord. Bon, bah écoute, c'est pour ça qu'on est là hein, et qu'on est ensemble à bord du cockpit pour pouvoir t'aider. Maintenant, tu vas avoir 3 minutes, hein, Julien, pour recentrer vraiment la priorité de tes problématiques. Et ensuite, on aura un échange de 12 minutes où les deux Mathieu et moi-même pourrons te proposer plein de choses sur lesquelles toi tu vas devoir énormément noter, hein. Et ensuite, tu pourras faire la synthèse globale de ce que tu retiens. Donc, tu as 3 minutes là pour recentrer vraiment l'ordre des priorités de tes problématiques numériques. Pour prioriser un petit peu, je pense, le débat, donc l'idée, moi, ça serait de lancer un site e-commerce, hein. Je pense que j'ai un peu un biais du mec qui est passé par le digital et du coup qui a pas envie de sortir un énième site e-commerce qui est pas très abouti et du coup j'ai vraiment envie de sortir un truc bien, qui soit pertinent et
Voilà, je sais pas comment dire, mais quelque chose d'efficace et de pratique. Donc je pense que j'ai un peu du mal à me lancer. Enfin, ça fait partie des facteurs qui font que j'ai du mal à me lancer. Après, on a dans le commerce du vin un petit problème au niveau des frais de port qui font souvent grimper fortement le panier, parce que le vin c'est quand même un produit assez lourd. Donc des fois, j'ai fait le test un peu hier soir sur des sites de collègues. On commande une bouteille à 18 euros, on se retrouve avec 15 euros de frais de port, quoi. Donc la pertinence de l'achat en ligne, elle est un peu biaisée, je pense. Donc je pense qu'il y a des solutions à trouver de ce côté-là. Et après, on a un vrai sujet qui est le marché du vin en ce moment qui est quand même en déclin. Donc comment rendre le truc pertinent et réussir à se différencier du reste des acteurs sur Internet, quoi. Donc grosse problématique liée aux frais de port et à la vente en ligne, du coup plutôt B2B, qui font grimper le prix de la bouteille. Gros souci de se lancer sur un site e-commerce pour qu'il soit vraiment différenciant par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et volonté pour toi de vraiment essayer de trouver, on va dire, le bon mixte entre à la fois un site qui vend et à la fois un site qui montre ton expertise, que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, et qui storytell, on va dire, l'intégralité de ta démarche. C'est bien ça? Exactement. Alors juste pour Ok. préciser un peu, je pense par contre, pour le coup, le site il est plutôt destiné au B2C. Parce que Ok. pour le coup, la partie commerce avec les pros, elle se fait plutôt en direct. Bon, eh bien, c'est à nous, hein. On va avoir donc 12 minutes pour pouvoir proposer des solutions à Julien. C'est parti. Je pense que dans l'ensemble des problématiques, déjà celle du marché du vin qui est en déclin, ça c'est quelque chose qui est indépendant de toi et indépendant de l'ensemble du marché. Et on le voit aujourd'hui, les jeunes vignerons, les jeunes vinificateurs essaient en tout cas de trouver des nouveaux leviers pour s'affranchir de l'exportation, s'affranchir des gros mastodontes qui existent dans le vin. Et tu as déjà des éléments qui sont pertinents, que ce soit les réseaux sociaux ou même le site aujourd'hui. C'est quelque chose qui est pas non plus tant exploité que ça dans le vin, pour en être un amateur. Et c'est vrai que le frein d'acheter en ligne, c'est, comme tu le disais, les frais de livraison. Et ça, pour la plupart, ils vendent minimum 6 bouteilles, parce que c'est ce qui réduit les frais de port, parce que c'est toujours plus pratique de vendre 6 bouteilles aussi dans son ensemble, et après augmenter 6, 16, 24, je crois, c'est quelque chose comme ça qui est mis en place. Et, euh, et là-dessus, typiquement pour le e-shop, je pense que déjà, la partie minimiser les frais de port en augmentant le volume pour dire on n'achète pas une seule bouteille, mais on en achète minimum 6. Ça donne déjà aussi un aspect, peut-être pour les frais de port, qui peut lisser aussi l'aspect financier. Après, il y a peut-être d'autres modèles économiques qui sont super intéressants aussi à exploiter. Tu es sur une région très touristique. Tu as, je crois, hein, une licence 4 et tu peux accueillir du public. Moi, je pense que il faut aller taper dans les bases de données qui te permettent d'aller targeter, d'aller toucher, pardon, d'aller cibler toutes les personnes qui partent en voyage, qui sont en week-end, qui vont découvrir Bayonne et ses environs, pour proposer un click and collect plus dégustation qui leur permettent de vivre une expérience beaucoup plus complète et ce qui permet de bypasser le souci des frais de port. Je pense que du coup, tu pourrais jouer un peu aussi avec, pourquoi pas, des chambres d'hôtes, des partenaires justement locaux, et qui permettent de créer des packages d'offres pour permettre de non pas acheter du vin, mais acheter une vraie expérience et de faire découvrir, comme tu le fais déjà, hein, ton art, ton métier, etc., pour derrière gérer ça. Ensuite, pour moi, la priorité, c'est effectivement de pouvoir créer un CRM dédié. Parce que ça, c'est quand même un levier facile à mettre en place et qui te permet, à moindre coût, on va dire, d'automatiser
des envois de mails pour permettre à des gens qui ont déjà acheté déjà de donner leur avis. Pourquoi? Parce que l'avis est quand même fondamental dans tout. Et je pense que pour le vin, les gens, en règle générale, apprécient le vin. Donc, ils aiment partager leur passion pour le vin. Ils vont bien évidemment valoriser ce que tu fais. Et ça, c'est génial pour pouvoir derrière t'en servir comme preuve sociale sur tout ce que tu vas créer en termes de communication. Mais de fait, si tu avais un CRM bien structuré, tu pourrais poser des questions, tu pourrais envoyer des questionnaires, tu pourrais te rapprocher des utilisateurs pour pouvoir te permettre de revendre de façon régulière. Et il y a peut-être aussi une idée à creuser, pourquoi pas, en mode abonnement. Parce que si on va dire, le prix du vin et le prix de la livraison est trop cher, pourquoi pas la lisser sur 12 mois par exemple, hein, et de se dire que tous les mois on se fait livrer ces 3-4 bouteilles qui nous permettent, voilà, et dans les 3-4 bouteilles, dans l'abonnement, dans une formule d'abonnement, tu pourrais même imaginer le fait de mettre des échantillons de nouvelles, de nouveautés, de choses que tu testes, voilà, et pourquoi pas aller aussi chercher des produits régionaux pour créer un espèce de package apéro, un package, bon, peu importe, il faut creuser la chose, mais qui te permettrait d'avoir des récurrences. Et donc, pour toi, la récurrence, je crois que ça te permettrait d'y voir beaucoup plus clair d'un point de vue financier. Il y a aussi l'aspect côté B2B, l'aspect séminaire et tout ce qui va être lié aussi à l'entreprise. Et dans le sud-ouest, il y en a quand même beaucoup, que ce soit dans le B2B, dans le sport, d'aller réussir à gratter sur ces marchés-là des opportunités, que ce soit des séminaires dans ton chez, pour leur justement, tu parlais de Weekend Do qui est orienté particulier, mais tu peux aussi l'emmener pour du professionnel, pour leur faire découvrir ce que tu fais, mais aussi inversement être force de proposition avec les traiteurs ou ou tout ce corps de métier qui vont justement dans les entreprises pour des événements et justement proposer ton vin à ces événements-là par le biais de traiteurs. Je pense Ouais. que ça peut être aussi un marché qui est peu connu et qui peut être Ouais. intéressant, quoi. Et pour aller plus loin dans ta démarche de ce que tu fais déjà et dans ce que dans ce que Mathieu vient de dire, je pense qu'il faut clairement créer un espèce de kit communication pour les professionnels. En gros, Mm. il faut que tu leur donnes tous les arguments pour bien vendre ton vin en brasserie, en n'importe où, pour en parler en bien, avec ton histoire perso, avec un storytelling. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les gens, quand ils consomment du vin en restaurant, etc., ils aiment bien avoir l'histoire globale de la bouteille. C'est pas simplement je bois du vin, etc. Le fait que tu sois indépendant, etc., bah tu vois, je pense que c'est une des valeurs qui est reconnue dans la société. Je pense que aujourd'hui, on recherche de plus en plus d'authenticité par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on boit. Et je pense qu'on peut pas faire plus authentique que ce que tu fais. Et donc, il faut absolument que tu mettes à disposition des professionnels un espèce d'argumentaire, du storytelling et la réalité de ce que tu fais, qui permettrait vraiment de davantage mettre en valeur ton vin. Et du coup, la vente de ce vin-là. Pour aider les professionnels se, Mm. on va dire, à se projeter par rapport à la vente finale qui sera faite auprès du consommateur. Et d'ailleurs, pour continuer là-dessus, en tant que amateur de vin et d'en avoir dans ma cave et d'aller aussi dans les bars ou dans les restaurants consommer du vin, c'est vrai qu'il y a le côté esthétique des bouteilles, c'est quelque chose qui est assez fort, mais ce qui intéresse aussi, enfin, en tout cas de mon expérience personnelle, c'est lorsque je prends une bouteille ou lorsque je prends un verre, c'est de connaître le nom du producteur ou de la personne qui fait le vin pour pouvoir après aller le chercher pour du coup le mettre dans ma cave si j'ai aimé le vin et souvent ça c'est un levier c'est un frein dans la plupart du temps parce que justement les vignerons ont soit une expérience digitale qui est très désuète parce que c'est pas leur priorité, et ce qui est complètement légitime parce ils se concentrent sur leur vigne et sur leur production. Mais du coup ça reste un frein parce qu'on retrouve pas les bouteilles sur internet. On le sait que la recherche de vin sur internet c'est très compliqué.
très souvent orienté sur les États-Unis. Dès qu'on veut chercher des bouteilles françaises, on se retrouve sur des sites américains. Et là-dessus, je pense qu'il y a un gros exercice à faire de réussir à vendre aussi le nom du producteur en plus du nom des bouteilles. Parce que si je te donne un exemple, il y a une vigneronne que j'affectionne qui s'appelle Elodie Balm, qui est dans le Rhône. Et pour le coup, je connais plus le nom de la vigneronne que le nom de ses bouteilles, parce que le storytelling qui est autour d'elle est très fort, parce que elle a réussi à s'implanter dans le côté Rhône, et finalement, peu importe la bouteille que je vais lui prendre, je sais que je vais aimer ce vin-là, parce que son histoire, et parce que le vin qu'elle fait est bon. Et donc, faut trouver après le juste milieu entre ton histoire qui prend de la place pour vendre le vin, et le vin en lui-même qui va se vendre dans les restaurants, dans les bars, qui va se vendre tout seul, quoi. Mathieu, sur l'aspect technique? Sur l'aspect technique, malheureusement, vous avez cité le fait que les frais de port, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément compresser, même s'il y a des modèles qui existent, qui commencent à arriver, mais là, sur du vin, malheureusement, sur les gros colis, par exemple, il y a des choses qui commencent à arriver. Mais je dirais qu'en fait, ça serait aussi intéressant de chercher sur du local. En fait, déjà rendre disponible le vin peut-être sur du local, et sur le site, notamment, répercuter ça en disant, voilà où est-ce que vous pouvez trouver mon vin, directement peut-être chez des revendeurs. Donc Ouais. pas forcément des caves, mais par exemple des gens qui revendent juste du local. Une Google Map, par exemple, avec... C'est typiquement ce qu'on appelle Ouais. un store locator. Ouais. On va retrouver des revendeurs qui sont dans la région ou dans les villages alentours ou autres, et voir après si ça se développe dans d'autres villes en France. Pareil, comme ce que disait Mathieu, le fait de trouver les vins, là par exemple je regarde sur le site actuellement, en fait on n'a pas moyen de on n'a pas de page sur les vins actuels. Donc, par exemple, comme disait Mathieu, quelqu'un qui va trouver la bouteille dans un restaurant, qui va la trouver bonne, en fait déjà par Google il va pas trouver, il peut trouver le nom, mais il va pas pouvoir trouver sur le site en tout cas le nom exact du vin. Ouais. Et par exemple avec le store locator, pouvoir se dire tiens, j'aurais pu trouver ce vin là dans tel magasin. Donc je trouve que c'est quelque chose qui paraît plus simple que du e-commerce déjà dans un temps 1. Et le e-commerce, si vraiment il y a des gens qui sont prêts à payer les frais de port, mais malheureusement on ne pourra pas incompresser ça, à part comme certains sites de ce que j'ai pu voir qui demandent des commandes allant jusqu'à 300 euros, 250 euros pour justement enlever les frais de port parce que la marge est suffisante. Mais Donc, peu donc- de particuliers font ça, je pense. la conclusion de tout ça, c'est de mettre un store locator, de mettre un click and collect, d'essayer de créer une expérience, et de surtout pas aller forcément dans un site e-commerce basique, bateau comme tout à l'heure, pour se dire, ok, nous on va référencer le vin dans le maximum de boutiques, on va derrière créer une vraie expérience au domaine, et l'idée c'est ces deux leviers vont nous permettre de bypasser les frais de port. C'est bien ça? Ça serait une façon de bypasser les frais de port pour qu'il y ait plus de particuliers, en tout cas qui aient accès aux bouteilles. Après, ça serait un autre sujet sur les professionnels, parce que là, comme tu disais, le site actuel est vachement axé B2C et peu B2B. Et pareil, côté B2B, il y a peut-être un travail sur le site justement pour attirer aussi là-dessus et savoir comment faire si je veux rentrer dans une démarche de passer une commande, comment ça se passe ou autre. Parce que- En gros, simplifier la commande B2B avec des argumentaires, des fiches produits, etc. Des choses qui permettent aux professionnels de, on va dire, se projeter. Et pour le B2C, d'avoir aussi ces argumentaires, mais de savoir où est-ce que je peux l'acheter près de chez moi. Et surtout de le recommander aussi à des amis, puisque vous le savez, la recommandation dans le vin, c'est la clé. C'est-à-dire qu'on est très fier d'avoir découvert un petit vin. Et donc, on est très fier de pouvoir le partager. Donc il faut absolument avoir ce qu'on appelle du referral, c'est-à-dire un espèce de partage social qui permette derrière de pouvoir dire tu peux l'acheter dans le magasin du coin, etc. C'est bien ça? Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, on peut rajouter aussi, puisque tu le fais déjà pour le B2B, le click and collect. Enfin, s'ils viennent, tu peux aussi mettre du click and collect sur ton site. Il n'y a pas de tunnel d'achat sur le site, mais les gens viennent directement au chai pour acheter son vin sur précommande ou des choses comme ça. C'est aussi penser, vu que tu veux faire principalement du local dans un premier temps, ça peut être aussi un argument assez logique. Et je pensais à autre chose aussi, en termes de pur référencement, il y a toutes les applications de vin, Vivino, Wine Advisor, que je crois a été racheté par Leclerc il y a pas très longtemps.
qui est un peu le gros Shazam. Toutes ces applis-là aussi, même si je sais pas si elles convertissent, elles restent quand même très, très majeures pour les amateurs du vin et les professionnels du vin pour être référencés. Et je pense que ça peut être important aussi d'être dessus, juste pour une question de référencement, si les gens l'utilisent pour faire leur cave, on va dire leur e-cave, et référencer toutes leurs bouteilles. Si par exemple tu as tes bouteilles dessus et qu'ils les scannent dans un restaurant ou dans un lieu où tu vends ton vin, ça peut leur permettre aussi de les retrouver facilement et de les enregistrer. Donc ça peut être une bonne porte d'entrée également pour ça. Bon, en tout cas, il y a des outils comme Orisha, etc., des outils spécifiques CRM qui sont dédiés au vin, etc. Donc, il y a de plus en plus de vins et d'écosystèmes digitaux vraiment dédiés aux producteurs. Merci beaucoup. On va du coup demander maintenant à Julien de lister les éléments qu'on a pu lui soumettre par ordre finalement de préférence, de ce qu'il va pouvoir mettre de façon concrète en place et par quoi il commencerait par rapport à toutes ces idées. Déjà, merci pour toutes ces idées, ça a bien foisonné. C'est marrant parce que je pensais que vous alliez vachement plus pousser sur le côté e-commerce, je trouve ça marrant. Du coup, moi, ce que j'ai retenu là que je trouve intéressant, c'est le CRM dédié. C'est vrai que je pense que ça pourrait me faire vraiment gagner en efficacité. Et t'as dit le nom du CRM, c'est Orisha. Ouais, c'est ça, exactement. Orisha, Et, qui est vraiment dédié au vin et aux spiritueux. et c'est sûr que je commence quand même à avoir une base je sais pas, peut-être une centaine de clients pro que je relance pas forcément assez, je pense. Et en client particulier, je pourrais vraiment pousser aussi là-dessus sur des news du chai, dès qu'il y a des nouvelles cuvées et tout, exploiter un peu plus. Et après, la deuxième priorité, je pense, c'est vraiment de continuer la mise à jour du site. Effectivement, le prochain chantier, c'est la page sur les cuvées disponibles. Et je rebondis sur le côté axer un peu le site en B2B. Je pense que je pourrais même mettre un kit com pour les professionnels qui ont mes vins, qui des fois me réclament des photos, justement des informations sur les vins, des fiches techniques. Je pourrais les mettre à télécharger directement sur un espace dédié sur le site, ça pourrait être assez pratique, quoi. Et juste pour finir, après oui, le côté local, c'est toujours un chantier en construction, mais c'est vrai que faire des partenariats avec des acteurs locaux pour développer le click and collect, c'est vraiment quelque chose de pertinent et qui permet de valoriser à moindre coût, quoi. Ok. Bah écoute, en tout cas, il y a une réflexion qui est super intéressante, Julien, c'est de se dire que oui, les recommandations sont pas forcément axées sur un site. En fait, un site seul ne fera jamais de miracle en e-commerce. C'est-à-dire qu'il faut voir la globalité de la stratégie de l'entreprise, etc. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très complexe et on ne peut pas bypasser comme ça les frais de port parce que c'est l'enjeu numéro un. Et je pense qu'en B2B, tu as principalement des gens avec qui tu dialogues, avec qui tu parles, qui ont besoin d'humains et qui ne sont pas forcément sur des achats groupés sur le net, etc. Donc, tout ce qui permettra de fidéliser ces personnes-là et de renforcer le lien humain te permettra, toi, de pouvoir valoriser ton vin. Quand on parle de CRM, on parle aussi de fait de mail transactionnel, de mail relationnel. Le mail relationnel, c'est des photos justement des vendanges, c'est des photos du vin, c'est des photos de... Voilà, c'est aussi raconter l'histoire de ce que tu fais de façon concrète par le contenu et par ce que tu fais, hein. Donc là, sur ta problématique de frais d'expédition, etc., tant qu'on n'a pas une start-up qui se positionne sur ce segment-là et qui propose justement à tous les propriétaires et toutes les personnes qui font du vin de pouvoir envoyer à moindre frais ces bouteilles-là, c'est compliqué. Par contre, essayer de réfléchir à un modèle économique qui va contre et du coup créer une forme de récurrence dans l'envoi des bouteilles qui te permettent d'absorber ces frais
sur 12 mois, et donc de fait, de pouvoir avoir un peu plus de visibilité sur tes rentrées récurrentes. Je pense que c'est des solutions qui permettent de bypasser ces frais de port qui sont complexes à appréhender. Bah, sur le côté, on n'a pas beaucoup intervenu sur la partie, on va dire, DA global parce que, Ouais. bon, déjà, le compte Instagram, pour moi, il est déjà très pertinent. Les étiquettes, elles fonctionnent bien. Et je pense que la valeur est pas à mettre, enfin, l'accent est pas à mettre là-dessus. Tu le maîtrises déjà suffisamment bien pour que ça fonctionne. Tu mets en avant tes partenaires professionnels aussi, je crois, dans tout ce qui va être vin, cave ou restaurant. Donc c'est déjà l'émaillage B2B qui sont bien sur le social. Les images, tout ce qui va être iconographique, comme le disait Greg, t'en as déjà pas mal sur le site qui fonctionne. Peut-être que un exercice qui peut être à faire, c'est de mettre à jour de manière récurrente, une forme de marronnier, quand tu sais que tu vas avoir des actions fortes dans ton année. Peut-être avoir une partie où tu vas être un peu plus dynamique sur le site et donc mettre à ce moment-là un carrousel d'images ou avoir plus de photos, ou alors mettre à jour les photos sur le site de manière récurrente, comme ça les gens quand ils viennent ils se rendent compte aussi de l'évolution, la mise à jour des bouteilles un peu à droite à gauche, parce que d'année en année tu vas changer les étiquettes, tu vas changer le vin, et donc les gens ils ont besoin aussi de voir ce côté-là, le storytelling, l'émotionnel. En fait, je pense que c'est un secteur où l'émotion passe par le vin, par la dégustation, mais aussi par le sensoriel de l'image, de ce que tu es toi, de la bouteille. Et donc, si on ressent tout ça sur le site, sur tes réseaux sociaux, ça fait déjà un gros package pour valider pas mal de choses côté achat, quoi. Voilà, je pense que là, les premières briques, on va dire, de la digitalisation sont posées, hein, Mm. et que de toute façon, le pire des dangers, c'est de tout empiler et de tout devoir faire en même temps. Mm. Et ce qu'il faut toujours se dire, c'est que dans le digital, il faut avoir une grande humilité et que le test reste la plus grande des stratégies. De tester, de se planter, de réussir. En tout cas, de tester des pistes qui vont dans le sens de la proposition de valeur. Et je crois que ta proposition de valeur, en tout cas Julien, elle est grande, elle est forte. Et bravo vraiment pour l'entreprise que tu as montée, et bravo pour tout ce que tu fais, parce que je pense qu'on est tous conscients que porter une entreprise comme celle-ci, ça ne doit pas forcément être tous les jours très simple, mais en tout cas ça a du sens et ça porte de très belles valeurs qu'il faut valoriser au maximum par rapport à l'intégralité de la digitalisation que tu vas créer. En tout cas, merci beaucoup Julien, merci au Mathieu d'avoir été présent aujourd'hui pour cette première émission. On retrouvera bien sûr cette émission en podcast, en vidéo sur YouTube. Bref, on va essayer vraiment de la mettre partout. On recherche des invités pour les prochaines, donc n'hésitez pas à postuler en commentaire ou à m'envoyer des MP sur les réseaux. En tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir faire cette première émission. J'espère qu'elle sera la première d'une très longue série. Et en tout cas, venez tous de plus en plus nombreux. On sera ravis de vous accueillir. Et à très vite à bord du cockpit, à bord du numérique. Au revoir. Ciao. Ciao. Salut!